5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Bonjour Valérie Belle. Bonjour Alice, comment vas-tu? Moi je vais bien et toi, à ton sourire, je sens que tu vas très bien aussi. Je vais très bien, Et je vais très bien. tu Je suis ravie de m'apparais te dans retrouver. un halo magique, on dirait une fée qui sort, la fée Clochette qui sort Et de... toi, et toi, tout en rose, c'est formidable. Tu vas me mettre de bonne humeur, je sens, pour toute la journée. Oui. Ben écoute, je suis très très heureuse de te recevoir. Alors, je te présente, mais bon, beaucoup de gens te connaissent. Tu as écrit plusieurs romans, donc tu as écrit 2 tomes d'une petite série, alors je ne sais pas si elle va continuer ou pas, qui s'appelle Angèle et Marie. Le premier tome d'Amour me voir mourir et le deuxième de Désir me faire périr. Voilà. Et tous les deux ont été, je crois, ont reçu. Le Ah, le premier premier. a eu un prix, hein, c'est ça dont tu Oui, veux parler? Voilà, oui, oui, c'est le premier qui a eu le prix, enfin les Indé Awards, qui étaient organisés par un site culturel. Et voilà, c'est le tome 1 d'Angèle et Marie qui a reçu le prix. Alors, je crois que c'est la meilleure romance. La catégorie, c'était la meilleure romance. Voilà. d'accord, d'accord. Alors ensuite, tu as écrit un roman qui s'appelle Les cœurs qui s'aiment n'écoutent pas le ciel. Ah ben non, C'est ça l'intégrale, en c'est fait. l'intégrale des Voilà, j'ai deux. réuni les 2 tomes sous une intégrale et puis je lui ai donné un nouveau titre qui me semblait bien résumer l'ensemble des 2 tomes. D'accord. Alors donc c'est après cette fois qu'on arrive à Nous danserons encore sous la pluie, Voilà. qui a reçu aussi une sorte de prix, qui est un coup Voilà, de cœur. toujours les Indé Awards, qui a été coup de cœur des Indé Awards en début d'année. D'accord, ok, super. Ton petit dernier est de battre la démesure. Voilà, qui est sorti en octobre sur Amazon. Alors donc on va le mettre en avant au mois de décembre. On enregistre cette vidéo un petit peu plus tôt, mais cette vidéo apparaîtra le dernier samedi du mois de décembre. Et pour le réveillon du jour de l'an et pour tout le mois de janvier, quand les gens auront reçu leur Kindle, j'espère que ça leur donnera envie de lire ce roman. Donc c'est un roman vraiment très particulier parce que c'est finalement comme une sorte de longue lettre adressée à une jeune femme qui s'appelle Isis par une dame beaucoup plus âgée et qui a décidé, parce que Isis vit un chagrin d'amour, qui a décidé de transmettre, parce qu'elle avait tenu des carnets, de transmettre ces carnets à Isis pour lui donner l'envie de continuer à vivre des histoires d'amour. Voilà. Et donc il y aura 4 carnets qui toutes racontent un moment important de la vie amoureuse de Oui. ton Ah, héroïne, voilà. Et à chaque fois, il y a une rencontre amoureuse qui a changé sa vie, puis en même temps une césure, je dirais, enfin une coupure dans la trajectoire toute tracée que peut être parfois une vie, et souvent qui ne l'est pas d'ailleurs. L'amour a des âges différents. Hein. Oui, c'est ça. Alors donc, est-ce que tu pourrais, voilà, ben justement, vas-y, je te laisse la parole, un petit pitch pour nous expliquer ce roman. D'abord, juste très 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 court, et puis après, si tu veux, tu peux. Bah, tu l'as très bien dit, c'est l'histoire d'une dame âgée qui va rentrer dans une maison pour personnes âgées et qui, juste avant de rentrer dans cette maison pour personnes âgées, a envie d'aider sa jeune voisine qui a le cœur brisé et veut lui transmettre, au fond, son goût pour l'amour, avec l'idée que l'amour, c'est le sel de la vie. Et pour ça, elle va lui confier 4 carnets qu'elle a écrits, qui sont 4 tranches de sa vie amoureuse, à différents âges, à l'enfance, à l'adolescence, à la trentaine et puis à la cinquantaine. Et donc, c'est 4 temps de sa vie amoureuse avec des façons très différentes d'aimer selon les âges. Et elle veut convaincre cette jeune voisine que voilà, aimer, ça fait parfois mal, mais il n'y a rien de mieux dans la vie, c'est la plus belle des illusions, lui dit-elle. Oui, et puis elle-même, bon, voilà, elle a 75 ans au moment où elle fait cette transmission. Elle est persuadée que sa vie amoureuse est finie, mais bon, Cupidon parfois réserve bien des surprises. exactement, exactement. J'en sais quelque chose puisque c'est exactement le sujet de mon dernier livre. Et donc, il y aura un épilogue. Voilà, lisez bien jusqu'au bout parce que l'épilogue de ce roman est vraiment savoureux et malicieux. Et donc, alors, d'où est venue cette idée? Alors écoute, c'est parti en fait du deuxième carnet. En fait, attends, je te dis des bêtises, c'est le deuxième? Oui, c'est ça, c'est le deuxième.
quand elle est amoureuse à l'adolescence, enfin, elle a une vingtaine d'années, et en fait, ce carnet est parti d'un rêve. Le rêve qui est présenté au début de ce carnet, c'est un rêve que j'ai vraiment fait. Et à partir de là, j'avais dans un premier temps écrit une nouvelle, et puis ensuite j'ai eu envie d'en faire un roman épistolaire. Et puis je me suis dit non, c'est pas, ça suffit pas, voilà. Et du coup j'ai eu envie d'ajouter d'autres tranches de sa vie amoureuse. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré à partir d'un rêve. C'est passionnant, c'est toujours génial quand on découvre effectivement la jeunesse d'un roman et comment les idées viennent au romancier. Et donc, cette héroïne, donc là on a appris quand même que le rêve, c'est toi qui l'as fait, le rêve du deuxième carnet, mais à part ce rêve, est-ce qu'il y a des choses autobiographiques ou est-ce que simplement des ressemblances avec ton héroïne ou rien? J'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce qu'il peut y avoir quelques petits moments autobiographiques au sens où effectivement, soit moi je les ai vécus, soit des proches, des gens que je connais les ont vécus, bien sûr. Donc je me suis nourrie de tout ce que j'ai pu entendre ou vivre dans la vie. Et puis non, parce qu'il y a plein de choses effectivement qui sont de la pure invention, hein, de la pure fiction. Mais je reviens au oui parce que en fait, j'ai envie de dire que tout livre, tout roman, me semble-t-il, même si c'est de la fiction, il me semble toujours autobiographique. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que quand on écrit, on répond toujours à une sorte de question fondamentale que inconsciemment on se pose. Mais voilà, j'ai cette conviction que l'écriture, même l'écriture la plus fictionnelle, est toujours une réponse à une question très autobiographique, très personnelle. Voilà. Et moi, je commence à voir à travers mes romans, je commence à deviner à quelle question j'essaye de répondre. Hein, puisque je vois bien que tous mes romans tournent autour de l'amour, du désir, de l'articulation amour-désir. Donc je suppose voilà, que j'essaye de creuser cette question qui, j'imagine, est une question très personnelle. Oui, oui, oui. Donc, ton héroïne, à un moment donné, par rapport à ces histoires de désir, elle a un comportement qu'on peut juger. Elle reproche, je ne veux pas trop en dévoiler, c'est toujours difficile. Allez, ce que tu vas dire. Voilà, elle reproche à son conjoint, on va dire, bon, un certain comportement qu'elle a aussi. Qu'elle a aussi, oui, voilà. Et elle se trouve à elle mille excuses. Je dirais qu'elle a une complaisance envers elle-même. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Ou alors elle se pose en vie. Alors c'est peut-être un désir de vengeance, je ne sais pas. Mais tout ça est très intéressant parce que elle n'est pas lisse, ton héroïne. Elle a aussi des choses un peu sombres, des secrets, des choses cachées. Et les trahisons qu'elle peut reprocher aux autres, parfois, elle en est également, elle, auteur. Donc comment tu te positionnes par rapport à tout ça ? Je crois, enfin, j'avais envie de faire une héroïne qui ressemble à la vraie vie quelque part. Certes, c'est une héroïne de fiction, mais on n'est pas dans un conte de fées. Hein, même si l'amour, c'est la plus belle des choses, elle dit bien, c'est la plus belle des illusions. Donc elle insiste quand même sur le fait que c'est une illusion. Hein, c'est quelque chose qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et puis à un moment, pouf, le soufflet retombe pour diverses raisons. Hein, dans ces 4 carnets, ça retombe pour diverses raisons. Donc j'avais envie de faire une héroïne qui soit pas lisse, qui nous ressemble un peu, nous, à toutes les femmes. Et puis je crois que dans la vie de tous les jours, on a tous un peu cette tendance-là à reprocher aux autres ce dont nous-mêmes nous sommes coupables ou à imputer aux autres ce dont nous sommes responsables. Hein, je crois que c'est quelque chose de très humain dont on essaye avec l'âge parfois de prendre conscience et de se départir, mais c'est une tendance très naturelle, ça, hein, oui, de reprocher à l'autre ce qu'on... C'est la fameuse histoire de la poutre et de la paille dans l'œil. Oui, c'est ça. Mais effectivement, elle arrive toujours à un moment donné à... Ah, j'ai pas entendu. À cause peut-être de la désillusion de l'amour. Oui. À un moment donné, je dirais qu'elle retombe les pieds sur terre toujours et elle est prête à repartir, quoi. Voilà. Oui, elle est assez lucide, je crois. Oui, hein, oui. Elle est assez lucide, c'est-à-dire que c'est peut-être ça qui enlève son côté parfois fautif. C'est qu'à la fois, par moments, elle a des moments de lucidité sur effectivement, comme tu dis, les trahisons qu'elle peut commettre. Et puis aussi, je crois que, comment dire, ce qui fait peut-être
son côté charmant ou attachant. J'ai souvent entendu ce commentaire-là dans les commentaires que j'ai pu avoir, le mot attachant. C'est aussi finalement une femme, une jeune femme, une femme âgée qui dépasse les limites parfois de la morale, de la bien-pensance et du qu'en dira-t-on, parce elle aime démesurément. Et c'est un peu, je reviens un peu à, tu sais, dans Angel et Marie, c'était un peu la morale de l'histoire, c'est-à-dire ben, l'amour est plus fort que toutes les lois, hein, que tous les engagements. Quand on aime, on est capable de n'importe quoi et de dépasser tous les interdits, tous les engagements. Et je crois que c'est encore ça que veut véhiculer cette héroïne. Voilà. L'amour, le désir comme démesuré et donc au-delà de toutes les lois, de tous les interdits. Oui, oui. Oui. Et lorsque tu parlais de l'illusion de l'amour, ça m'a fait penser aussi à l'illusion des romans de romance. Ce genre qui attire tellement de lectrices, elles sont absolument pas dupes, elles savent que le conte de fées n'existe pas, mais elles ont besoin de cette illusion, voilà, tout en restant très lucides et parfois en ayant une vie difficile elles-mêmes. Mais je pense que ça les aide effectivement, un peu de poudre magique dans leur vie, quoi. En fait, Oui, c'est une sorte de voile qu'elles viennent chercher, hein, de poudre magique, comme tu dis, sur leur vie qui peut parfois effectivement ne pas être rose. Hein, et je crois qu'on en a tous besoin. Et c'est pour ça que quand je dis que l'amour est une illusion, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que finalement, c'est sans doute le plus beau voile qu'on ait inventé. Hein. Pour l'être humain, l'amour, ça reste le plus beau voile. C'est un voile qui masque plein de choses, c'est-à-dire qui masque les manques de l'autre, enfin de celui qu'on aime, du partenaire amoureux, mais aussi les nôtres propres, puisque quand on est aimé, on a ce sentiment presque d'être parfait. Hein, donc c'est vraiment un double voile. L'autre devient cet être presque parfait, et nous aussi, il nous renvoie un miroir de nous-mêmes très valorisant. Donc c'est vraiment le miroir magique, en fait. Oui, le miroir qui échange. Mais en plus, non seulement il nous renvoie un miroir où on est effectivement presque parfait, mais en plus on tend à l'être, c'est-à-dire on veut ressembler à ce miroir. Et ça nous rend peut-être meilleurs, ça nous aide peut-être à grandir parce qu'on a envie de ressembler à l'image qui nous est renvoyée. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'on s'en doute qu'à un moment, en tout cas au début du temps de l'amour, on s'efforce de ressembler à cette image que l'autre nous renvoie. On veut être ce qu'il veut qu'on soit. Oui, exactement. Donc c'est un peu le pouvoir magique de l'amour parfois. C'est qu'il aide les gens à se transcender eux-mêmes. Et peut-être, je me disais que tous ces romans qui envoient de l'illusion aux lectrices, ben, ça les aide peut-être aussi parce que à force ben, de baigner dans des lectures où les choses sont belles, où ça se passe bien, où on est amoureux, ben, peut-être que petit à petit, ça se reflète dans leur vie aussi. Et que leur vie va changer grâce à ça, peut-être. Mais tu sais, je crois aussi que c'est pour ça que Marie, mon héroïne, transmet les carnets à Isis, c'est que je crois que l'amour, c'est une forme de croyance, tu vois. Il faut y croire à l'amour. Hein, comme la religion, c'est une forme de croyance. Quand on n'y croit pas, comme par hasard, on ne rencontre pas l'amour. Hein, on est seul, solitaire. Dès qu'on se met un peu à y croire, c'est là où on fait les rencontres. Donc je pense que tu as raison, toutes ces fictions de romances qui parfois sont très très roses, hein, peuvent sans doute aider les lectrices à... Alors déjà, il y a un effet d'apaisement parce que comme tu dis, ça met de la poudre magique sur leur vie, mais je pense qu'aussi ça peut les aider à croire à l'amour et peut-être à le rencontrer. Ça les dispose, ça les met en disposition de... Oui, tout à fait. Mais écoute, c'est merveilleux. Bon, alors on arrive au moment où j'ai choisi un extrait de ton roman et je vais le lire parce que c'est mon grand plaisir. Donc, j'ai choisi au début parce que je ne veux pas spoiler l'histoire. Donc, ça va juste éclairer sur ce qu'on vient de dire, hein, la transmission des carnets. Donc, c'est un petit morceau du début, comme un prologue, c'est la lettre qu'elle laisse avec les carnets à sa voisine Isis. Alors, parce qu'elle va partir à la maison de retraite. Avant de partir, j'aimerais te confier ces 4 carnets que tu viens de trouver empaquetés avec la présente lettre. Je les appelle mes carnets d'amour.
Chacun recèle une tranche de ma vie et mes histoires d'amour d'alors. Je sais que, depuis le départ de ton amoureux, tu t'es juré de ne plus jamais aimer. D'une certaine façon, je te comprends. Les peines de cœur font si mal. Je crois qu'on prétend qu'elles ne sont pas mortelles, précisément parce qu'elles le sont un peu. Comme toi, j'ai éprouvé l'intolérable d'une absence ou d'un rejet. J'ai connu ce sentiment de n'être plus rien quand l'amour est mort. Je sais l'insondable douleur lorsque l'aimé emporte notre cœur et nous prive de son regard, où nous étions tout, l'unique, la plus belle, la plus désirée. Je sais le gouffre ouvert par ce regard qui se retire. J'ai vécu ces matins gris, mouillés de larmes, ces jours d'errance et de souffrance sans avenir. Et pourtant, malgré tous ces chagrins, je ne voudrais pas avoir vécu autrement. Oui, l'amour est pétri d'illusions, de déceptions, parfois de trahisons. Oui, ces blessures semblent fatales, mais rien, tu m'entends bien, rien ne m'a plu autant qu'aimer. Rien ne m'a fait autant vibrer, espérer. Pour rien au monde je n'aurais renoncé à aimer. Vois-tu, aujourd'hui je me sens vieille. Sais-tu pourquoi? Tu imagines peut-être que c'est la profondeur de mes rides, la raideur de mes articulations ou le compteur de mes années? Mais ce n'est pas cela. Non. Ce qui me convainc de ma vieillesse, c'est l'idée que mon cœur n'aimera désormais plus, que je ne connaîtrai plus l'ivresse d'un premier baiser, ni la folie d'une nuit d'amour. Je ne me mirerai plus dans aucun regard d'homme, plus aucune main n'effleurera ma joue avec tendresse, plus aucune voix ne me demandera, avec une pointe d'inquiétude ou d'impatience, « Tu es où? On se voit quand ?» La véritable vieillesse, c'est la solitude du cœur. Alors ma chère Isis, toi qui n'as que 25 ans, tu as toute la vie pour aimer, fais-le, aime. Ne te prive pas d'un amour par crainte de le perdre, ne renonce pas au début par peur de la fin. C'est vrai, comme le dit la chanson, l'amour finit mal en général, mais ce n'est pas une raison pour s'en passer. Voilà, j'ai arrêté là. Ah, merci Alice, tu l'as super bien lu, c'est un bonheur. C'est un bonheur de voir son texte prendre vie comme ça dans ta bouche. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je suis toute émue, tu vois. Eh ben, tant mieux, je suis ravie. Merci Alors, beaucoup. on va arriver à un passage, mais justement, comme tu es un peu émue, c'est très bien, parce que c'est quelque chose où tu vas te dévoiler un petit peu. Pourquoi est-ce qu'un jour tu as décidé d'écrire? Comment aussi? Quand? Voilà, enfin, tout ce qui concerne ta décision. Quand tu t'es mis à écrire. Alors, écoute, je crois que j'ai toujours eu le goût des mots, depuis toute petite, tu vois. Et ça a pu prendre différentes formes. Je me souviens que je devais être en CE1, quelque chose comme ça, où j'écrivais déjà des petits sketchs. Comme mon héroïne, d'ailleurs, tu vois, ça c'est un petit détail vrai, que je jouais avec ma meilleure amie devant notre classe, tu vois. Ensuite, adolescente, j'ai écrit des poèmes, j'écrivais des réflexions pseudo-philosophiques, tu sais, de ces grandes réflexions très tranchées de l'adolescence et on sourit quand on les relit tellement on voit qu'on était manichéen, tout est blanc ou noir, voilà. Et puis, quand j'étais, je ne sais plus quel âge j'avais, entre 25 et 30 ans, j'ai été sollicitée par une fédération pour la jeunesse, pour écrire un ouvrage sur le premier emploi. Voilà. Et donc j'ai été enfermée pendant 6 mois dans une pièce avec une montagne de documents, d'ouvrages, pour écrire un livre sur le premier emploi. Et j'ai adoré cette expérience. J'ai adoré cette expérience. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. Et puis ensuite, j'ai fait une longue pause de plusieurs années, mais j'ai toujours eu un rapport avec les mots parce que les métiers que j'ai exercés, et notamment celui que j'exerce encore aujourd'hui, ce sont toujours des métiers qui ont rapport avec le langage. Donc d'une façon ou d'une autre, que ce soit en écrivant ou en travaillant, j'ai toujours un rapport avec le langage. Je crois que ça, pour moi, c'est... L'écriture n'est pas vitale pour moi, hein, mais le langage, avoir un rapport aux mots, ça, c'est absolument vital pour moi. Je comprends.
Alors, comment est-ce que tu écris techniquement? Est-ce que tu fais ça, c'est une question que je pose toujours parce que moi, ça m'intéresse. Donc, est-ce que tu rédiges un plan? Ou est-ce que tu laisses l'improvisation arriver au fur et à mesure de ton inspiration? Alors, je suis pas rigoureuse hein, avec un synopsis détaillé, pas du tout. En fait, en général, ça s'est passé comme ça à chaque fois. J'ai un point de départ, c'est-à-dire un rêve, une rêverie, un point de départ, et après je laisse se développer dans ma tête comme un peu comme un film, tu vois. Et donc, au moment où je vais écrire, je sais à peu près, je sais le début, je sais à peu près le milieu, je sais à peu près la fin, mais pas forcément. Et puis, entre-temps, je me laisse surprendre par le film que je laisse se dérouler dans mon esprit. Et donc, au fond, j'écris ce que je vois. Tu vois, c'est un film que je vois dans mon esprit, dans ma tête, et j'écris, je retranscris ce que je vois, en essayant de choisir les mots, parce que j'aime bien essayer qu'il y ait une jolie mélodie quand j'écris. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez visuel pour moi, l'écriture. D'accord, d'accord. Donc, en fait, tu retransmets un mot, des images qui sont dans ta tête Ouais. mais il y a quand même, on peut dire, à un moment donné, l'histoire des trois actes, début, milieu, fin, ça y est, puisque tu commences pas sans savoir où tu vas. Quand même. Je sais où je vais. Oui, Voilà. Je sais à oui. peu près où je vais. Je sais à peu près, sans doute plus ou moins consciemment, le message que je veux transmettre, tu vois. Et puis, mais après, je me laisse surprendre. J'aime bien. Il y a vraiment finalement, dans les trois romans là, il y a vraiment des passages que j'avais pas du tout prévu d'écrire. Tu vois, c'est vraiment, c'est le personnage, je trouve, qui à un moment prend vie. Au fond, je crois que quand on commence à écrire, il y a une forme de logique qui se dégage de ce qu'on écrit. Et à partir d'un certain moment, bah, cette logique, elle nous entraîne, je crois. Puis j'imagine qu'il y a l'inconscient à l'œuvre qui lui aussi a une sacrée logique et qu'on se laisse entraîner. Oui, 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 oui. Et moi, j'aime bien justement laisser sans doute l'inconscient prendre les commandes. Je trouve que c'est peut-être la façon qu'il y a de mettre un peu plus de richesse dans le livre. Oui, oui. Mais ce travail peut aussi se faire au moment du plan, enfin, je veux dire. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Mais Mais moi, par expérience, parce que par ailleurs, j'ai écrit des essais en rapport avec mon activité professionnelle qui, là, sont beaucoup plus sérieux. Le premier essai, je l'avais écrit comme ça au fil de la plume. J'ai mis 3 semaines pour l'écrire. Le deuxième essai, j'avais fait un plan très serré, un synopsis, parce que c'était pour un éditeur, donc il m'avait demandé un synopsis très serré. Du coup, j'ai mis 2 ans à l'écrire, parce que moi, un plan serré, ça m'enferme. Voilà, ça me bloque. Oui, oui. Oui. Donc, je sais, chacun a sa façon Oui, de faire. bien sûr, bien sûr, bien D'autres sûr. personnes, au contraire, ont besoin d'un synopsis hyper détaillé pour avancer. Pas moi. Oui, oui. C'est le contraire, ça m'inhibe. Oui, 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 je comprends. Et est-ce que au niveau de la régularité, est-ce que tu te forces à une régularité d'écriture ou est-ce que non plus Non. Pourtant, j'ai un conseil hyper prodigieux d'une certaine Alice Quinn qui a dit 1 page par jour. Et on a un bouquin à la fin de l'année de 365 pages. Je trouve ton idée formidable. Mais non, je suis pas régulière. Enfin, quand je commence un livre, c'est vrai que j'essaye d'écrire au moins 2 heures, on va dire, 5 jours par semaine, mais parfois je suis pas ça, et puis parfois c'est pendant les vacances où je vais écrire beaucoup plus. Non, Oui, oui, bien j'aime sûr. pas trop me mettre des contraintes. J'ai vraiment envie que l'écriture reste un pur plaisir. Tu Oui, vois. oui. Oui, oui, mais tu as raison. Mais à l'intérieur des cadres et des contraintes, parfois le plaisir peut se révéler aussi. Et aussi, il y a mon conseil. Je vais te dire, très franchement, je ne le suis pas forcément moi Je ne suis non pas plus. là. Mais il s'est imposé à moi à un moment donné, si tu veux, où effectivement je voulais écrire quelque chose et j'arrivais pas à m'y mettre. Alors je me suis dit, et à chaque fois j'étais déçue en me disant que je n'écrivais pas assez, parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais trop de choses qui prenaient ma vie, qui bouffaient ma vie, et donc j'arrivais pas à écrire suffisamment par rapport à l'avancement que j'attendais de mon roman. Et donc je me suis dit, mais arrête de te prendre la tête, et même si tu n'écris qu'une page par jour, Ouais. tu vas avoir ton roman à la fin de l'année et ça sera un roman conséquent. Donc voilà, et le retravail commencera là. Mais donc ne te prends pas la tête. Et ça m'a complètement, justement, complètement décoincée. Voilà, ça m'a libérée de savoir. Oui, Que tu as bon, raison, parce que l'écriture, quand on a une vie familiale à côté, une vie professionnelle,
elle est vite passée à la trappe, hein, parce qu'il y a des tas de choses de la vie quotidienne qui nous happent. Oui. Et du coup, c'est vrai que si, je te rejoins là-dessus, si on ne s'impose pas quand même un minimum de rigueur en disant, bon, allez, là, je vais au moins essayer de me réserver 2 heures par jour, tant de jours par semaine, c'est vrai qu'on a vite fait de se laisser happer par le quotidien de la vie, quoi. Oui, surtout les femmes, bon, Mais c'est vrai. Bon, les hommes ont leurs problèmes, mais bon, nous, c'est le quotidien voilà, un quotidien plus terre à terre parfois. Donc, tu nous as dit que c'était pas primordial pour toi vraiment l'écriture, le langage oui, mais pas l'écriture. Mais alors, l'écriture t'apporte quoi? C'est une bonne question. Moi, je vis ça comme un bonus, tu vois, finalement, c'est le mot qui me vient. C'est un bonus au sens où c'est du plaisir avant tout. Mais comme je te le disais aussi tout à l'heure quand je parlais d'inconscient et de choses comme ça, je pense que ça m'apporte. Est-ce que c'est une connaissance de moi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens que je creuse quelque chose. Tu vois, quand je te parlais tout à l'heure d'une question fondamentale, voilà. Je sens que à travers mes romans et puis là, mes projets en cours, je sens que je creuse une question sur l'amour, sur le désir, sur le rapport homme-femme. Voilà. Sur cet impossible. Hein. Lacan, il disait le rapport sexuel n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle. Ça veut juste dire que pour les êtres humains, c'est pas écrit comment on a rapport à son partenaire amoureux. Et donc moi, je sens que je creuse cette question et que j'y réponds. Donc, enfin non, j'y réponds pas. Je tente d'y répondre. Voilà. Et je pense que c'est ça que ça m'apporte. Hein, des débuts de réponse finalement. Alors finalement, la littérature vue sous cet angle-là, quand on se place du point de vue du lecteur, ça apporterait la même chose au lecteur? Je pense, moi j'ai l'idée aussi que quand on lit, on lit, il y a une part de plaisir qui est sans doute un plaisir justement de rapport aux mots, presque un plaisir esthétique parfois, surtout quand on aime la littérature, il y a un rapport qui est de l'esthétisme, qui est presque jouissif, jubilatoire, quand rien que pour le style, la langue, hein, il y a certains auteurs dont on aime la langue. Moi, par exemple, j'adore les auteurs du 19e. J'aime beaucoup Zola et sa prose qui est absolument luxuriante. Et à chaque fois que je relis du Zola, je me dis, mon Dieu, mais que c'est beau, quoi. Il y a un rapport voilà, aux mots, à la beauté de la langue. Et puis, je crois aussi qu'en tant que lecteur, on vient aussi chercher une réponse sans doute à des questions personnelles, hein, plus ou moins inconscientes, et on vient essayer d'attraper le monde, de comprendre le monde, ou, comme on disait tout à l'heure, de mettre un voile dessus. Je crois qu'il y a différentes littératures. Il y a des littératures qui dévoilent le monde, qui mettent parfois son horreur à jour. Je pense à un roman récent que j'avais beaucoup aimé, Petit pays de Gaël Faye. Oui. Là, c'est vraiment une littérature du dévoilement, c'est-à-dire l'horreur surgit. Et puis, il y a de la littérature, peut-être comme la romance. Alors, je sais que ça peut peut-être faire bizarre d'accoler le mot littérature et romance, mais je pense qu'il y a de la romance qui peut être très bien écrite. En tout cas, il y a une certaine forme de littérature qui, à contrario, vient mettre un joli voile, une poudre de perlimpinpin sur le monde et son réel. Hein. Oui. Je ris parce que le terme poudre de perlimpinpin dans ces jours-ci, ça sonne. C'est bien pour ça que j'y ai Oui, pensé. n'introduisons pas de politique dans cette vidéo, mais ça sonne pas comme normalement. Le sens est en train de changer de cette formule. Alors, puisqu'on est dans les expressions toutes faites, est-ce que tu as un proverbe ou une devise qui te touche ou qui te concerne? Alors, aujourd'hui, j'ai posté sur Facebook un texte de Jean d'Ormesson où il parle finalement de sa philosophie, de l'amour, de la vie, de la légèreté. Et moi, j'ai un petit dicton, enfin, c'est pas un dicton, c'est une petite maxime que j'ai écrite dans un de mes essais et qui vraiment est une boussole pour moi dans la vie, c'est avoir envie
c'est être en vie, en 2 mots. Voilà. Avoir envie, c'est être en vie. J'ai ce sentiment que la boussole du désir, c'est vraiment une des meilleures boussoles. Voilà. Hein. Et quand je parle désir, je parle pas du désir uniquement du désir sexuel. Hein. C'est vraiment le désir au sens large, c'est-à-dire cet appétit de vie, cet appétit pour le monde, pour les autres, cette envie de partage, d'être dans le monde. Voilà, c'est ça pour moi l'envie. Hein. Donc avoir envie, c'est être en vie. Ouais, c'est super, c'est super. J'ai l'impression de... Mais bon, je ne vais pas le dire, mais bon. Alors, donc, est-ce que tu aurais, on va terminer cet entretien, peut-être des projets d'abord. On va peut-être parler de tes projets. Tu écris sur quoi en ce moment? Tu as un projet en Alors, tout? tu m'as dit que cette vidéo serait diffusée fin décembre. Alors, du coup, je peux te dire, parce que c'est à ce moment-là où je vais parler des nouveaux projets. Alors, au dernier salon du livre, j'ai fait la connaissance d'un auteur qui venait postuler, tu sais, pour, comment ça s'appelle là, le speed dating. Le speed dating, voilà. Et puis, depuis cette date, on travaille sur un projet de roman dont on a fait le synopsis dans ses grandes lignes, dont on a fait plein de recherches, on a écouté plein d'émissions de Jacques Chancel avec, tu sais, les grands auteurs. Enfin, vraiment, on a fait tout un travail de fond pendant presque 9 mois maintenant. Et à partir de janvier, on en commence l'écriture. Voilà. C'est passionnant. Et puis, toujours avec cet auteur, donc qui est Anthony Altman. Oui, je vois qui est. Qui a écrit Drame, qui a écrit le dernier roman, qui a écrit Il faut beaucoup d'hommes pour faire une femme. Là, on est en train de travailler sur une pièce de théâtre, sur un vaudeville. Et on s'amuse beaucoup. Génial. Voilà, un vaudeville avec des portes qui claquent, avec des histoires de tromperie, de trahison. Bon, voilà, on s'amuse beaucoup. Super, c'est une super idée. J'adore, comme moi je travaille sur La Belle Époque avec mon truc historique et puis que j'adore le théâtre, vraiment, vous devez vous régaler. Alors, est-ce que tu aurais, pour terminer notre entretien, soit un secret d'auteur ou un conseil d'écriture à laisser à d'autres auteurs? Alors, secret ou conseil, je sais pas, c'est un bien grand mot, conseil, mais disons peut-être à ceux qui veulent démarrer, qu'ils osent. En fait, je crois que pour écrire, il faut oser. Hein. Et tu me demandais d'ailleurs comment m'est venue l'envie d'écrire. Je crois qu'on est nombreux à avoir cette envie d'écrire. La différence, c'est ceux qui osent après le faire et puis qui osent aller présenter leur manuscrit aux éditeurs ou le mettre sur Amazon. Donc voilà, oser et puis suivre leur petite boussole de l'envie. S'ils ont envie d'être lus, qu'ils écrivent et puis qu'ils essayent de partager leurs écrits. Hein. Et voilà, quand on suit cette envie-là, je crois que la magie, elle peut opérer. On revient à cette idée, c'est toute une question d'envie et de désir. Quand on met de l'envie, du désir de partager dans ses écrits, je crois qu'en face, à un moment, les lecteurs le sentent et puis que ça opère, ça prend. Hein. Oui. Ben merci, c'est super. Écoute, merci Alice. Je suis ravie d'avoir discuté avec toi. Et puis je suis très contente que toi, tu aies eu envie de faire cette interview. Ça me fait super plaisir. Ça sera un super mois de décembre, un très beau cadeau que je fais.